Donc, nous allons faire cet atelier Systemisch Vira van Moordrecht. Donc, accent travaillé de longue date pour cet atelier. L'objectif de l'atelier est donc de découvrir donc, ces concepts de représentation systémique et des concepts liés à l'étude systémique organisationnelle, j'ai envie de dire, tout en profitant de tableaux de maîtres flamands du XVIe siècle. Donc, on s'est déjà présenté avec Olivier, ça c'était voilà, les portraits de nos jeunes années. Mais comme on s'est déjà présenté, je ne vais pas rester plus longtemps sur ce slide. Mais donc, notre histoire va se passer dans le village de Moordrecht. Donc, Moordrecht, c'est un petit village qui est situé dans la Hollande méridionale. Et donc, on va vivre un petit peu ce village qui se passe au XVIe siècle, qui est l'âge d'or de la Hollande, hein, sur le plan économique, social, donc culturel. Mais ce n'est pas parce que ça se passe super bien dans tous les Pays-Bas que dans le petit village de Moordrecht, c'est la même chose. On va voir un peu les aléas de ce village. Et donc, l'idée de cet atelier, c'est d'utiliser l'histoire de ce petit village de Moordrecht, qui n'est pas loin de Gouda, de Gouda en bon fromage. Et donc, de vivre cette histoire pour représenter progressivement les événements qui vont modifier ou qui vont faire évoluer notre vision du système du village Moordrecht. On va avoir, ça va être un village assez simple, c'est un petit village. On va avoir Héline, la boulangère, qui, elle, s'occupe de produire du pain. Donc, ce qu'on va étudier dans notre village, grâce à Héline, c'est la quantité de pain produite. On va avoir Rembrandt, qui est l'agriculteur du village, qui, lui, fournit du blé. Et qui, donc, on va étudier ce que nous apporte Rembrandt au regard de la quantité de blé qui est fournie au village. On a Janneke, qui est la bûcheronne, qui elle, gère la quantité d'œufs. Si quelqu'un veut répondre à cette question, on va l'étudier sous le regard de la quantité d'œufs. De bois, voilà, vous suivez, merci. Bravo, ils sont formidables. À distance, ça nécessite de faire une action de plus qui est de unmute, et ça, c'est quand même un bel investissement. Et on a les villageois. Voilà, les villageois, et eux, on va les étudier au regard de la quantité de villageois qu'il y a dans ce village. Et donc, comment ça va se passer, notre atelier sous Miro? Je vais vous donner le lien tout de suite. C'est qu'on va avoir différents chapitres. Donc, je ne vais pas plus loin sur ce chapitre-là pour l'instant, puisqu'on va faire un petit exercice avant, mais on va avoir différents chapitres, et à chaque chapitre, on va étudier. Bon, ça va se passer toujours de la même manière, si j'explique quand même le principe. On va vous raconter un petit morceau, un petit chapitre, une petite histoire. Cette petite histoire, vous allez en sous-groupe devoir la représenter sur Miro, avec les éléments de vocabulaire et de syntaxe systémique par rapport à la représentation systémique qu'on va vous donner. Ça va être des moments rapides. Vous allez avoir 5 minutes, donc c'est vraiment très très court, pour pouvoir ensemble dessiner, faire une proposition et dessiner une évolution de la représentation systémique du village. À l'issue de ces 5 minutes, vous allez tous revenir dans la plénière, on va regarder un petit peu ce qui a été produit, et on va débriefer ensemble le concept systémique qui se cache derrière cette représentation qui aura été effectuée. Et en fait, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, à chaque fois, ça va être la même chose, une nouvelle petite histoire, une évolution de la représentation du système en sous-groupe, un débrief tous ensemble avec un concept systémique à la clé. Et on va voir combien de chapitres on peut faire avec le temps qu'on a ce soir. OK ? Donc, on va regarder un premier élément qui est la représentation de base du village tel que je vous l'ai montré dans cette introduction. Vous voyez que j'ai des petites pastilles jaunes avec les fameuses quantités. Donc, la quantité de blé de Rembrandt, la quantité de pain de Héline, la quantité de bois de Janneke et le nombre de villageois.
Donc ça va être la base de notre représentation. Les éléments, comment ils sont représentés? Ils sont représentés non pas, on ne représente pas Rembrandt ou Héline ou Janneke, on représente des quantités des éléments qui sont mesurables. Donc, on a toutes ces représentations, et entre ces pastilles, et c'est là où la systémique commence à pointer le bout de son nez, on a des flèches qui représentent les interactions qui ont lieu entre les différents éléments. Donc, ce qu'on peut voir sur ce schéma, c'est que Rembrandt fournit du blé à Héline, et donc la quantité de pain va influer sur la quantité de blé, pardon, va influer sur la quantité de pain, la quantité de bois va influer sur la quantité de pain, et la quantité de pain va influer sur le nombre de villageois. Élément de base. On peut déjà quand même faire un petit débrief sur la non-systémique, qui est la causalité linéaire. Si on regarde bien ce schéma, on voit que toutes les flèches vont toujours dans le même sens. Le blé va vers le pain va vers le pain va vers les villageois. Pour le moment, on est dans un système qui est linéaire. C'est notamment ce qui se passe quand on cherche les causes racines, qu'on va aller chercher le pourquoi, du pourquoi, on est dans la causalité linéaire. Si on transpose avec ce qui se passe, alors là, on n'a pas changé les exemples depuis la dernière fois que cet atelier a été animé, et donc il a une autre connotation, et j'en suis désolé. Donc, effectivement, cet exemple était des exemples types de la guerre froide. Je me rends compte là, c'est à chaud que les exemples sont parfois plus les plus pertinents pour ressortir un peu la tête de l'eau, mais voilà. Donc, causalité linéaire, c'est de dire que les armes, plus il y a d'armes plus il y a d'armes côté URSS, plus c'est une menace pour les US, plus il y a d'armes côté US, et que donc la cause racine de l'armement, du surarmement des États-Unis est liée à l'armement de l'URSS. Mais ça, c'est du point de vue des États-Unis. Si on se mettait du point de vue de l'URSS, eh ben, on pouvait faire les mêmes choses. C'est-à-dire que plus on s'arme côté URSS, à cause de la menace qui est causée par les États-Unis, à cause de l'armement des États-Unis. Et donc, en fonction du point de vue qu'on se passe, c'est cette causalité linéaire, peut-être un risque de ne pas tout voir. Et c'est pour ça que la systémique, elle commence à apporter quelque chose, c'est d'essayer d'étendre cette observation et d'étendre cette étude pour qu'on essaye de comprendre un petit peu plus finement les dynamiques qui entourent ce qu'on est en train de vivre. Ouais, je rajouterais même qu'on est formaté un petit peu pour penser comme ça. Donc, c'est la première mécanique de l'esprit quand on cherche un problème, c'est de reproduire un peu ce schéma-là qui est limitant par rapport aux observations qu'on peut faire sur un système organisationnel, par exemple. Nous, en représentation systémique, on va avoir ce qui va nous intéresser en systémique, ça va être les relations qui sont là, les flèches vertes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les interactions. Et les effets de cause à effet, donc ce qui se passe en cause à effet, entre les différents éléments. On va représenter en vert ce qu'on appelle la causalité positive. La causalité positive, c'est plus il y a de blé, par exemple, si on prend notre exemple, plus il y a de blé, plus il y a de pain. Plus il y a de bois, plus il y a de pain, plus il y a de pain, plus il y a de villageois. Mais on a aussi la causalité négative, et c'est là où ça va être, on aura l'occasion de le tester tout à l'heure, la causalité négative qui dit que si j'avais par exemple une flèche rouge entre la quantité de blé et la quantité de pain, eh ben, plus il y a de blé, moins il y a de pain. Okay, et donc, ça veut dire que plus il se passe quelque chose à gauche, plus ça va avoir un effet d'amoindrissement à droite. Okay, donc, on va manipuler ça. Et finalement, la représentation systémique, ça n'est quasiment que ça. Des éléments qui vont être représentés, là on a fait des bulles jaunes, et des flèches vertes ou rouges. Et on va réussir à représenter des systèmes complexes uniquement avec la base de ces trois éléments. Des bulles jaunes, des flèches vertes, des flèches rouges. Et donc, ça va nous emmener à commencer à représenter notre premier chapitre. Et là, on va faire vraiment l'exercice et je vais vous laisser en sous-groupe répondre au premier chapitre. Donc, notre chapitre 1, je ramène tout le monde à moi.
Une période faste. Qu'est-ce que nous raconte ce chapitre? De bonnes pluies et du soleil ont permis des récoltes exceptionnelles pour Rembrandt. Et ces récoltes exceptionnelles se répercutent sur tout le village. Et potentiellement, je vois que encore les aléas du direct, j'ai envie de rajouter un élément dans cette histoire qui n'apparaît pas dans ce slide, c'est que ça se répercute sur tout le village, qui donne envie aux villageois de venir aider Rembrandt à récolter. Okay, ça va aider Rembrandt à récolter. Je vous le rajoute celui-là. On va repartir en sous-groupe, et donc vous allez faire évoluer votre schéma pour représenter ça. Je pense qu'on est tous et toutes là. Est-ce qu'un groupe veut nous faire l'honneur de lire son schéma? Moi, j'ai lu tout de suite le groupe 5, hein, s'il n'y a pas de volontaire. Engage parce que je les ai trouvés en train de papoter au lieu de travailler. Ah là 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 là. Je sens que Nicole a une envie folle de lire son... Bon, je ne me sens pas obligée, mais je vais le faire quand même. C'est gentil. Allez, je nous mets tous sur le groupe 5. Merci. Dans Miro. Bon, Alicia et Nidal, vous m'aidez si jamais. Voilà. J'ai qu'un petit écran, donc je vais faire de mon mieux. Voilà, je vais le reprendre. Donc, l'idée, c'était que avec la météo, donc plus de soleil et plus de pluie, ça nous a donné plus de quantité de blé. Et avec le nombre de villageois, donc on a rajouté les deux petites flèches, les deux petits ronds soleil et pluie, et des flèches positives sur la quantité de blé. Et puis, les villageois qui, eux, ont mis la main à la pâte pour récolter le blé. Donc, il y a eu une plus grande récolte de blé. Merci, Nicole. Est-ce que d'autres ont eu des représentations différentes? Est-ce qu'un autre groupe a une représentation un peu différente? Oui, dans le groupe 1. Dans le groupe 1. On a distingué la quantité de blé poussé de la quantité de blé récolté quand tu as décidé d'ajouter le fait que les villageois avaient contribué à récolter le blé. Parce qu'on s'est dit qu'il pouvait très bien pousser, mais que si Rembrandt est tout seul, il ne peut peut-être pas tout récolter. Et que donc, on a fait la distinction entre le blé qui avait poussé et le blé qui avait été récolté. Et du coup, la flèche des villageois vient en causalité positive sur le blé récolté, mais pas sur le blé poussé. Très bien. Donc là, c'est intéressant, c'est qu'on voit que il n'y a pas de vérité absolue en fait dans cette représentation de système. Et on le verra de plus en plus progressivement, mais on peut le représenter de plein de façons différentes et on peut voir apparaître des choses que d'autres ne font pas apparaître. Et pourtant, tout est viable. Donc, il n'y a pas de... Nous, on ne va pas vous proposer à chaque fois un corrigé de cette représentation, sauf si, oui, il y a des erreurs dans les flèches, ou si, mais sinon, on va voir qu'on peut aller très loin dans les interprétations. Et vas-y. Et sinon, justement, dans la manière de représenter les flèches et les cercles, est-ce qu'éventuellement, par exemple, si le nombre de villageois grandit, est-ce qu'on peut agrandir le cercle? Ou alors, est-ce qu'on agrandit l'épaisseur de la flèche s'il y a peut-être une influence plus importante entre certains aspects? Est-ce que ça fait partie de la manière de représenter ou pas? Je ne pense pas que la grosseur puisse se rattacher à une quantité, parce que finalement, ce qu'on veut voir, ce qu'on veut représenter, c'est une forme de mouvement, en fait. Donc, il n'y a rien de statique quelque part. D'accord. Voilà. Après, effectivement, on peut quand même se donner, si on a envie, des codes couleurs ou des choses qui nous permettent de représenter les choses. Ça peut devenir vite compliqué à lire. Ce que je voudrais rajouter, c'est que par contre, effectivement, Greg, il dit attention, il n'y a pas de vérité absolue. Donc ça, c'est hyper important de bien accepter ça quelque part. Et qu'il y a aussi plusieurs niveaux d'abstraction. Là, on voit dans le dernier groupe là, qui nous a présenté ça, il a divisé la quantité de blé en deux phases. Donc, on peut naviguer un peu verticalement comme ça en niveau d'abstraction. Et à un moment donné, ça peut un peu faire mal à la tête. Donc, il faut se mettre d'accord avec soi-même sur qu'est-ce qu'on veut regarder, où on pose notre regard. Est-ce que c'est sur un endroit, ou c'est un peu plus haut, c'est sur un ensemble un peu plus grand?
parce que sinon, après, ça peut devenir assez difficile à lire si on mélange trop les niveaux d'abstraction. Voilà. Ouais, niveau de granularité, oui. Ouais, granularité. Exactement. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a eu des difficultés ou des choses, des questions que vous vous êtes posées sur cet exercice à ce stade? On avait une question, c'était pourquoi il y avait autant de temps et est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on avait zappé dans la consigne? Non. D'accord. Ok. Tout va bien. Il y avait du temps. C'est que c'était trop facile. Ah ouais, on attend le défi. Ça va venir. Ok. Mais avant ça, regardons un petit peu la partie qu'est-ce que nous amène ce chapitre. Donc tout à l'heure, je parlais de causalité linéaire, et là, on voit apparaître la causalité circulaire. En gros, on a la météo. Donc nous, vous voyez, sur le corrigé qui n'en est pas un, on a juste représenté qualité de la météo. Voilà, est-ce que c'est bon pour le blé ou pas, qui influait sur la quantité de blé. On n'a pas bougé ce paramètre-là. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est cette boucle. Quantité de blé, quantité de pain, nombre de villageois, quantité de blé, quantité de pain, nombre de villageois. Et on va avoir une boucle, une causalité circulaire, qui est une boucle qu'on dit de renforcement. C'est-à-dire qu'en fait, cette boucle-là, elle va générer de l'accélération, puisque déjà, la météo influait sur l'augmentation de la quantité de blé, mais en plus, le nombre de villageois va aussi influer sur la quantité de blé, qui va influer sur le nombre de villageois, qui va influer sur la quantité de blé, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, on va avoir une augmentation de plus en plus forte et de la quantité de blé et du nombre de villageois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la boucle de renforcement, un effet amplificateur. On reprend malgré tout notre exemple. Donc cette fois-ci, on étudie le système qui se passe entre l'armement dans la guerre froide entre les US et l'URSS. Qu'est-ce qui s'est passé? Les US s'armaient au regard des armes de l'URSS, qui s'armaient au regard des armes de l'US, et donc ils ont fait augmenter leur stock d'armement de façon inconsidérée, uniquement parce que l'un et l'autre avaient la même réaction. L'effet amplificateur, si on regarde un petit peu l'accélération, donc je vous disais, ça va accélérer les quantités. Si on regarde la dynamique, puisque Olivier parlait tout à l'heure qu'on va regarder ça, on va regarder vivre en fait ce système. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que la systémique, c'est l'étude d'un système vivant, d'un système organique, qu'il soit organisationnel, qu'il soit interactionnel, quel que soit le système dont on parle. On peut parler de personne à personne, de groupement de personnes à groupement de personnes, de pays à pays. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment il vit ce système. Là, on écrit un petit schéma qui est une photo du système, et si on met play, si on lance le système, qu'est-ce que ça nous dit? Et si on lance le système dans une boucle amplificatrice, voilà ce qui se passe. Les quantités, elles vont augmenter de façon exponentielle. De la même manière, si on a une augmentation qui amène une augmentation, une diminution avec une causalité positive va amener une diminution. Et donc là, sur notre quantité de pain et nombre de villageois, si plus j'ai de pain, plus j'ai de villageois, plus j'ai de pain, moins j'ai de pain, moins j'ai de villageois, moins j'ai de pain. Et donc, quand il y a du plus, la courbe va monter de façon exponentielle. Quand il y a du moins, la courbe va baisser de façon exponentielle. C'est là où le cerveau commence à se compliquer. Il faut le On temps est toujours dans une causalité positive. Du plus amène du plus. En fait, ça décrit une logique. Et donc, parfois, on se dit, voilà, par exemple, on pourrait décrire la logique de la première boucle qui conduit à avoir de plus en plus d'armes chez chacun des partis, sur une logique de course à l'armement. Voilà. C'est un peu comme les cercles vicieux et cercles vertueux. Exactement. C'est ça. Et donc, après, on peut se dire, voilà, si à un moment donné, par exemple, si je commence à faire un lien avec le coaching agile, imaginons que dans une équipe, on ait une logique qui soit une logique de défiance, on pourrait essayer de voir comment on peut l'amener à une logique de confiance, des choses comme ça. Donc, ça peut nous aider à apporter un regard sur effectivement une espèce de cercle vicieux, d'identifier cette logique et de voir comment on peut la changer. C'est ça, commencer à poser un regard systémique sur une organisation, par exemple. Identifier des boucles. Des questions sur ce concept? Ok.
Alors, passons au chapitre 2 de notre histoire. Alors. Ah oui, on vous a mis, pardon, on l'a mis là, mais on le remettra plus tard, deux références en la matière qui utilisent la représentation systémique. Mais si vous voulez, on pourra revenir et le Miro sera toujours ouvert pour aller récupérer les références. Chapitre 2. Hop. Hop. De vives tensions. L'augmentation du nombre de villageois augmente aussi les tensions au sein des villageois qui ont un impact négatif sur Janneke la bûcheronne, qui est très empathique et sensible au bien-être du village. Il va falloir représenter ça désormais sur vos schémas. Alors, qui veut nous partager son schéma? Quel groupe? Le groupe 4. Le groupe 4, direct, paf, c'est parti. Groupe 4. Ouais, on a une petite histoire sympa à vous raconter. Ah. Alors, dans notre village à nous, du coup, Yannick, elle est contrariée par toutes les tensions qu'il peut y avoir dans le village. Donc, son moral est impacté négativement. Mais en fait, elle réagit un peu bizarrement à cet impact négatif, ce qui fait que ça l'énerve tellement qu'elle va couper encore plus de bois. Donc, on se retrouve avec un stock de bois maximum, ce qui fait que maintenant, en plus d'avoir du pain, on a des maisons super bien chauffées, et donc plus de villageois, plus de tensions. Et au final, c'est une sorte de cercle vertueux où seul Yannick souffre. Très bien. Voilà. Une autre interprétation? Alors, nous, le groupe 7, Groupe 7. On a inventé un nouveau type de flèche. Ah ouais, je vois ça. Ouais. Parce que la conclusion, c'était oui, il y a un nombre de tensions, oui, ça a un impact négatif sur Janneke, mais on n'a aucune preuve que ça va avoir un impact négatif sur la quantité de bois. Donc, on suppose que ça va avoir un impact négatif, mais on n'a pas de certitude parce que ce n'est pas parce qu'elle ne va pas bien qu'elle fait moins de bois. Ok. Alors, ça, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant parce que l'idée de l'étude systémique, en fait, quand on fait des analyses systémiques, c'est que quand on va rencontrer des gens, pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans le système, on peut faire des diagnostics en allant interviewer des personnes, et on essaye de casser le plus vite possible les zones d'interprétation, le point de vue que j'ai, ou en tout cas on le mesure, et on essaye toujours d'aller chercher des exemples concrets. Comment ça, ok, tu me dis qu'il y a un problème de relation avec telle personne, ça se représente comment? Qu'est-ce qui se matérialise? Comment ça se passe? La dernière fois que vous avez eu une altercation, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Et on va aller essayer de chercher le plus possible des preuves. Mais si on ne fait pas ça, si on le fait dans le cadre d'un exercice de représentation globale, tout n'est que supposition. Donc, on pourrait représenter que des flèches pointillées si on s'amusait à faire l'exercice de « tiens, je vois que le système se passe comme ci, comme ça, je vais supposer que la représentation du système est celle que je suis en train de faire. » Dans ce cas-là, tout n'est que supposition qu'il faudra aller confronter et confirmer avec différentes personnes. C'était ça la conclusion, c'est qu'en fait, on avait besoin d'aller avoir une précision pour savoir si cette flèche elle existait vraiment ou pas. Il nous manquait une information par rapport à l'énoncé, en fait. C'était la conclusion. Une autre représentation? Des questions? On avait des questions, si jamais. Allez, des questions, c'est parti. Alors, est-ce que tu peux focaliser sur notre... Tu me rappelles le groupe? Le 3. Le 3, pardon. Ouais. Et donc, en fait, on a eu la même discussion. On s'est dit, mais finalement, OK, elle subit des tensions. Est-ce que ça va vraiment avoir un impact ou pas? Donc, on s'est posé la même question au niveau des hypothèses. Et après, on a quand même fait l'hypothèse de dire, il y a moins de bois, donc moins de pain. Et après, là où moi, j'avais une question, c'est que si moins de pain, probablement moins de villageois. Et après, du coup, les tensions s'apaisent. Et je ne savais pas trop comment représenter cette histoire, quoi. Eh ben, en fait, à quelques détails près, ce que vous avez représenté, il y a juste un petit truc qu'il faut corriger. Mais à un détail près, vous avez représenté cette histoire. C'est-à-dire que
je vais montrer la tête du non corrigé. Hop, je vous amène à moi. J'ai partagé dans le... sauf si Zoom se met devant moi. Hop. Dans l'idée, il y a une première chose déjà. Donc, ce que vous avez représenté, vous, c'était de dire il y a une flèche verte entre le nombre de villageois et, comment vous l'avez appelé, par rapport à Yanneke, c'était la variable, c'était Yanneke, tout simplement. Donc, Yanneke, ce n'est pas une variable. Yanneke, c'est une personne. À un moment, on avait mis. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est le niveau de tension. Et le niveau de tension, on pourrait très bien représenter. Ce n'est pas le nombre de villageois qui influe sur Yanneke ou son moral. C'est les tensions qui sont générées par le nombre de villageois. Donc ça, déjà, c'est un détail. En fait, on dit qu'on peut représenter par plein de façons différentes, mais plus on est au plus près des effets, et mieux c'est. C'est-à-dire que plus on représente finement vraiment ce qu'on est en train d'étudier, et là, ce qu'on dit, c'est qu'on disait ça augmente les tensions, donc il faut faire apparaître les tensions, c'est un élément important du système de faire représenter, de représentation. J'ai une variable qui s'appelle niveau de tension, quantité de tension, quantité de bagarre. La bagarre. Et donc, j'ai un lien entre le nombre de villageois et le niveau de tension, le nombre de tensions. Et c'est le nombre de tensions qui vont impacter le moral de Yanneke et potentiellement la quantité de bois. Donc, nous, dans l'exercice, on s'était dit, Yanneke est représenté par la quantité de bois, en tout cas, c'est ça son élément utile dans le système, à Yanneke. Donc, le niveau de tension influe sur la quantité de bois. Pour l'instant, je vais me concentrer uniquement sur la couleur des flèches. Donc, ce que nous dit ce schéma-là, il nous dit, plus j'ai de villageois, plus j'ai de tension. Plus j'ai de tension, plus ça influe sur Yanneke qui va faire moins de bois. Donc, plus si on raccourcit le truc, plus j'ai de tension, moins j'ai de bois. Et c'est là où ça devient intéressant. Pourquoi c'est une flèche verte entre la quantité de bois et la quantité de pain? Parce que notre relation, l'interaction, elle, n'a pas bougé. Je suis toujours dans une interaction qui lie positivement, causalité positive, la quantité de bois et la quantité de pain. Donc, comme je suis toujours dans plus il y a de bois, plus il y a de pain, je suis aussi dans moins il y a de bois, moins il y a de pain. Donc, ça reste une causalité verte, positive. Donc, il y a une différence entre notre représentation, la photo du système, et sa vie, la vie du système. Donc, même si le système nous dit, là, c'est flèche verte, donc plus il y a de bois, plus il y a de pain, la vie du truc nous dit, comme les tensions vont faire moins de bois, moins de pain, moins de villageois, moins de tension, plus d'effets positifs sur Yanneke, donc plus de bois. Plus de bois, plus de pain, plus de villageois, plus de tension, moins de bois. Et à chaque fois, cette flèche rouge, elle nous fait rebasculer soit dans des petits plus qui vont se balader dans le schéma, soit dans des petits moins qui vont se balader dans le schéma. Donc ça, c'est un premier élément. Ce premier élément, c'est ce qu'on appelle un effet régulateur. L'effet régulateur, c'est celui qui va générer une stabilisation du système. En fait, s'il y a des tensions dans le village, c'est que c'est un phénomène qui s'est autogénéré dans le village pour se réguler et réguler l'augmentation exponentielle de son volume. C'est la même chose quand vous avez le robinet. C'est plus fun que l'URSS. Le robinet. Vous ouvrez le robinet. Ça va augmenter le niveau d'eau. Et en fait, plus l'eau elle va augmenter, plus ça va diminuer l'écart avec ce que vous vouliez comme quantité d'eau dans votre évier. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez diminuer le débit de l'eau. Et progressivement, vous allez le réguler jusqu'au niveau désiré. OK? Donc, cette petite flèche rouge, elle nous permet de rediminuer. Et si jamais il y a une perte dans votre évier, il y a de l'eau qui coule, vous allez relancer l'eau et ça va relancer la machine et ce qui va se restabiliser à chaque fois grâce à cet effet régulateur qui est la mesure entre le niveau d'eau et le niveau d'eau désiré. C'est ça qui est aussi intéressant avec ce petit exemple sur la systémique, c'est qu'elle ne se contente pas de parler de système humain. Tout est systémique, tout est interaction. En fait, l'eau influe sur vous. Il y a une interaction entre vous
et la quantité d'eau. Puisque plus il y a d'eau, plus vous allez vouloir couper l'eau. Moins il y a d'eau, plus vous allez vouloir augmenter l'eau. Tout est interaction, tout est système. Premier élément déjà. Est-ce que c'est clair pour ça? Deuxième élément que nous, on a fait apparaître sur notre schéma, qui est le quatrième élément de vocabulaire dans la représentation systémique, qui sont ces deux petites flèches parallèles, ces deux petites lignes parallèles. C'est ce qu'on appelle un effet retard. L'effet retard, il indique que la temporalité entre la cause et l'effet, elle va se décaler dans le temps. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas direct. Et ça amène à quelque chose d'hyper intéressant, ce concept d'effet retard, c'est que c'est difficilement mesurable. On peut difficilement saisir le moment de bascule, le moment où ça va s'accélérer ou ça va diminuer. Tout à l'heure, on parlait de grosseur de flèche, des choses comme ça. Typiquement, quand il y a un effet retard, ça démontre que là, il se passe quelque chose. Ça va être difficile de capter exactement quand ça va se passer. Ça montre bien la complexité que représente la systémique, c'est-à-dire que même dans les interactions, il se passe des choses encore plus complexes. Et c'est amené par cet effet retard. Par exemple, l'effet retard, c'est quand il fait froid, là, il y a l'opéra robinet d'eau chaude, faisons plus simple. Le robinet d'eau chaude, ça vous est déjà arrivé, ça, dans votre douche, de dire, tiens, l'eau, elle est froide, vite, il faut que je mette beaucoup d'eau chaude. Ah, mince, elle est froide, je vais remettre de l'eau chaude. Oh, punaise, ça devient brûlant, je suis en train de me cramer sous ma douche. Vite, de l'eau froide, de l'eau froide, de l'eau froide, de l'eau froide. Et là, elle est encore trop chaude, je remets encore de l'eau froide, et là, là, ça redevient de l'eau gelée, et je passe mon temps à faire ça. C'est pour ça qu'on a inventé les mitigeurs. Donc ça, c'est des effets retard. Le moment où je fais une action et le moment où elle se matérialise, il y a un décalage dans le temps. Et donc, cet effet retard, qu'est-ce qui génère dans notre effet régulateur? C'est cette instabilité. C'est-à-dire que ça va mettre un certain temps à se restabiliser progressivement. Et c'est ce qui va se passer dans ce village, avec les tensions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va arriver à un niveau de régulation de la population qui fait que le niveau de tension, le niveau de population et l'effet sur Yanneke va se stabiliser. Ce qui nous emmène à un troisième concept qui est cette homéostasie. Cette homéostasie, c'est la capacité des systèmes à se stabiliser par ces effets régulateurs. Si d'un seul coup j'ai trop de tension, j'ai trop de tension, je vais avoir moins de bois, donc ça va venir réguler le nombre de villageois, ça va diminuer le nombre de tensions, mais j'ai des tensions, j'ai le nombre de villageois qui va augmenter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, notre système, la dynamique de notre système, elle va à chaque fois osciller dans un état stable. C'est l'homéostasie des systèmes. L'homéostasie des systèmes, c'est la capacité d'un système à survivre. Quand on a trop chaud, on transpire. Si on ne transpirait pas, on mourrait de chaud. Quand on a trop froid, on grelotte pour se réchauffer. Si on ne grelottait pas, si notre corps ne générait pas de quoi réagir au froid, on mourrait de froid. C'est l'homéostasie de notre propre corps. Je voulais rajouter un truc, Grégory, juste pour la représentation, si tu peux revenir sur le chapitre. Vous avez dû vous rendre compte qu'effectivement, on ne savait pas trop comment nommer les choses. Et un petit tips là que je peux vous partager, c'est qu'effectivement, tout à l'heure, on a parlé de variables, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui monte ou qui descend. Et donc, c'est pour ça qu'on est sur la bonne piste quand on utilise certains mots comme quantité, nombre 2, niveau 2. Là, il y a aussi qualité de la météo pour qu'on puisse, à un moment donné, lire ce qui se passe, lire l'histoire et avoir quelque chose de cohérent. Donc, c'est le petit conseil, c'est essayer de savoir si effectivement, quand on pose une variable, on peut vraiment se représenter son évolution et qu'une fois qu'on lit plus 2, moins 2, ça a du sens. Voilà, c'était tout. Une petite question juste rapide, peut-être qu'on en a parlé, mais j'ai zappé. Là, vous avez fait une couleur différente pour la bulle, pour le cercle. Est-ce qu'il y a une explication? Oui, c'était pour faire apparaître une nouvelle bulle dans le système. Ok, d'accord, merci. Merci Gilles, effectivement, pour ce détail. Il faut voir que dans les livres de Nella Meadows ou de Peter Senge, c'est du noir et blanc, tout simplement. Ok. D'autres questions?
pour la petite phrase, on a un des grands théoriciens de la systémique, une grande personnalité de cette systémique, qui a dit « le problème est la solution ». C'est qu'en fait, des choses qui peuvent nous paraître problématiques sont souvent la solution pour le système de survivre ou de continuer dans son homéostasie. Et donc, ces problèmes n'existent que parce qu'ils servent l'homéostasie du système. Et donc, ils existent pour beaucoup de monde, pour des très bonnes raisons. OK? Eh bien, est-ce que je vais préparer le chapitre 4? Oui, bah oui, évidemment. Attendez. Chapitre 3 même. Non, pas trop vite. Chapitre 3. Le nouveau maire organise des ateliers de médiation qui ont pour effet de diminuer les tensions. Alors, on a vu, il y a des tensions dans le village qui apparaissent, ce n'est pas normal. Et donc, on a fait appel à un maire pour pouvoir intervenir et générer des ateliers de médiation pour avoir un effet sur les tensions. Au moins, c'est vrai qu'on peut avoir un visuel qui est partagé en vidéo, parce que moi, je vous dis que j'ai déjà vu des vidéos, mais c'était sur des ateliers en présentiel. Donc, on voit des gens de dos, assis à des tables, en train de se parler, on n'entend rien. Et, on essaie d'avancer, de zapper sur les débriefs. Ça nous a manqué un peu du temps maintenant. C'est intéressant, en fait. Les discussions, ça commence. Ouais. Ça commence à être le bazar, surtout. Ouais. Ok, combien en est-on? 21. On est tous 21, là. on est tous là. Ouais. Ouais. Qui veut partager son travail? Quel groupe? Un groupe qui n'aura peut-être pas participé encore? Ah, ça va moins vite. David, tu es dans quel groupe? Groupe 6, comme on n'a pas parlé encore. Alors, depuis le début, on essaie de faire l'approche minimaliste, c'est-à-dire on fait ce qui est écrit et on ne fait pas ce qui n'est pas écrit. Donc, la dernière étape, on nous invite à faire un lien entre les ateliers de médiation qui arrivent de nulle part. C'est le maire, bon, je ne suis pas de représenter le maire. Ils sont là, il y en a, et quand il y en a, ça a l'air de faire baisser les tensions. D'où la flèche rouge. Ok. En fait, à l'étape d'avant, on avait déjà fait le choix de même pas modéliser les tensions. C'est dit, bon, les tensions, il y en a que, on en parle, mais en fait, dans notre système, pour l'instant, on s'intéresse qu'aux villageois et aux bois, donc on les avait zappés. Et puis, on s'est dit qu'on s'autoriserait à les remettre quand il y en aurait besoin. Donc, on avait une flèche directe rouge entre le nombre de villageois et la quantité de bois, et puis on l'a remplacé en introduisant les tensions. Bah, effectivement, si tu fais le truc direct, on peut se dire que c'est le nombre de villageois qui déprime Yanneke. Voilà, ou qui fait alors qu'elle aime les gens. Ou qui fait directement baisser la quantité de bois, hein, c'est ça qu'on avait. Ouais. Donc, une petite question, on ne met pas les acteurs, on ne représente jamais les acteurs dans les villes, c'est ça? Pas dans ce modèle-là. C'est une grille de lecture de la représentation systémique qui s'intéresse qui voit les changements de quantité comme des vases communicants. On viendrait remplir un espace qui viendrait remplir un autre espace, et quand à un moment donné on remplit moins, on commence à vider sa vie d'ailleurs, et en fait tout un système, c'est presque une étude de fluide en fait. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Si on mettait Yanneke, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? Quantité de Yanneke, bon, un peu bizarre. Il y a d'autres, en représentation d'études vraiment Palo Alto, effectivement, là, leur représentation, on a des bulles qui représentent des personnes, souvent donc 2 personnes ou 2 éléments du système, parce que c'est ça qu'on zoome sur 2 éléments du système, et dans les flèches, on représente les interactions, en fait. Quelle interaction a été faite dans un contexte particulier, quelles ont été les tentatives qui ont été menées, qu'est-ce que j'ai fait, système numéro 1, qu'est-ce qu'il a fait au système numéro 2, et système numéro 2, qu'est-ce qu'il a répondu au système numéro 1. Et on étudie de savoir s'il y a une boucle, pareil, ce qu'on appelle une escalade, la boucle amplificatrice, une escalade symétrique,
voilà, quelle a été la dynamique du système. Et là, effectivement, on a des bulles qui représentent des personnes ou des groupes ou des éléments 1, élément 2, et les interactions qui représentent la dynamique interactionnelle entre l'élément 1 et l'élément 2, et entre l'élément 2 et l'élément 1. Parce qu'on veut toujours représenter des boucles, tout est boucle. Oui, donc ça dépend ensuite du niveau de complexification et de granularité, comme dit, qu'on veut vraiment mentionner. Là, ici, on est vraiment dans quelque chose d'organisationnel, d'assez large et de global, et donc on représente plein d'éléments. Ça peut devenir extrêmement complexe, voire trop complexe, et on peut se noyer dans notre propre complexité. Notre propre volonté d'être hyper détaillé dans la représentation, alors que tout est faux. Tout est faux avant d'avoir été confronté à la réalité. Un autre exemple? Est-ce que je peux retrouver quelque chose? Là, tu disais tout est boucle, mais par exemple, il n'y a pas de boucle. Eh non, là, il n'y a pas de boucle, et pourtant, tout est boucle. Il n'y a rien qui rentre dans Atelier. Pardon? Il n'y a pas de flèche qui rentre dans Atelier pour faire une boucle. Eh bien voilà, il n'y a pas de flèche qui rentre dans Atelier. Et pourtant, pourquoi il y a des ateliers? Parce qu'il y a des tensions. Ah, ben voilà. Eh oui. Pourquoi il y a des ateliers? Parce qu'il y a des tensions. On ne fait pas d'atelier ad vitam aeternam, même quand il n'y aura plus du tout de tension. Parce que sinon, en fait, finalement, ça vous est déjà arrivé d'essayer de faire des ateliers pour régler des tensions quand il n'y en a pas? Ça crée d'autres tensions. Donc, on a bien effectivement une boucle, une flèche qui revient en fait sur le nombre d'ateliers, puisque plus il y a de tension, plus il y a d'ateliers, et plus il y a d'ateliers, moins il y a de tension. Donc, on a une micro-boucle ici, à notre niveau. Et ici, on voit un archétype systémique. On voit apparaître un truc qui s'appelle les archétypes systémiques. C'est des choses qui sont hyper intéressantes qu'on retrouve dans le livre, donc la 5e discipline de Peter Senge, notamment, et notamment celui du remède symptomatique. Ce que nous dit le remède symptomatique, c'est cette dynamique systémique qui consiste à dire qu'on essaye d'aller influencer ce qui est le plus visible dans un système. Finalement, l'effet le plus visible, la surface. Et le remède symptomatique, la tendance systémique du remède symptomatique, c'est de ne rien arranger. On ne va travailler que sur les effets, la face visible de l'iceberg. Et en faisant ça, on ne traite pas le fonctionnement de fond, en tout cas, on ne questionne pas la dynamique de fond. Et donc ici, on a remède symptomatique, remède anti-symptôme, vous voyez, qui vient interférer directement sur la solution, qui va avoir un effet négatif sur la solution de fond. C'est-à-dire que plus on va mettre en place des remèdes symptomatiques, moins on va avoir tendance à travailler la solution de fond. Et moins on travaille la solution de fond, plus on a de chances de faire apparaître le problème. Plus on fait apparaître le problème, plus on met en place de remèdes symptomatiques, plus on met en place, moins on travaille la solution de fond, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Avec le beau petit effet retard. Donc ça, c'est une représentation qui émane directement du livre de Peter Senge. Hein. Donc avec la magnifique représentation de l'effet retard qui nous dit bien qu'on ne contrôle plus rien. Ça, c'est génial comme principe. Hein. Un appel aux politiciens de tous les pays. Petit aparté, pardon. Et enfin, moi, personnellement, en tant que consultant, coach agile, on appelle ça comme on veut, d'intervenant de l'agilité qui doit intervenir pour régler des problèmes dans les équipes ou dans les organisations. Ça m'a vachement… voilà, quand on a designé ce scénario, on a parlé de nous. Hein, bien souvent, on est un petit peu comme ce maire qui intervient ici. Là. On est appelé et on va voir quelque chose qui se passe qui nous semble anormal et on va avoir envie de le régler. Et peut-être qu'en réglant ça, en fait, on est en train de ne rien changer dans l'organisation, voire d'empirer la situation, puisque en faisant ça, on n'est pas en train de faire apparaître le problème de fond. Moi, en pansement sur une jambe de bois, quoi. Exactement. Ça s'appelle le blé des consultants. Faut bien le nombre de consultants qui font bien attention de ne pas attraper le problème de ce fond. Comme ça, ils arrivent à la retraite avec une belle villa et une Mercedes.
on pourrait faire une petite boucle entre d'homéostasie du système de consulting, mais je pense qu'on pourrait s'amuser à dire moins je travaille sur le problème de fond, plus ça me rapporte de l'argent. Donc ça s'équilibre. Sauf qu'il doit y avoir un petit effet retard à un endroit qui fait qu'à un moment donné, ça peut me péter à la tête sans que je m'en rende compte. En tout cas… On ne fait pas ça, nous, c'est pas vrai. Alors malheureusement, des fois, on fait ça à notre insu. En voulant bien faire. En fait, encore une fois, on part du postulat. Alors, c'est ça qui est intéressant et je te laisserai parler, Trémeur, juste après. C'est ce qui est intéressant en systémique, c'est que tout existe pour une bonne raison et tout est fait pour des bonnes raisons. D'un point de vue du système, d'un point de vue des acteurs du système, tous les comportements se font pour des bonnes raisons. Alors, il arrive qu'il y ait des comportements qui soient néfastes, dévastateurs, mais c'est qu'à un instant T, dans un contexte donné, dans un environnement donné, ce comportement semble justifié. Et donc, moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'est une démarche qui est non normative. Il n'y a pas de norme qui dit que ça doit être comme ci ou que ça doit être comme ça. Et c'est… j'ai oublié le terme exactement, qui était un peu scientifique, mais c'est… on part pas… on ne dit pas les gens, il fait ça parce qu'il est fou, ou on fait ça parce qu'elle est folle. On questionne tout. Elle fait ça pour sa bonne raison, en fait. C'est vraiment la genèse de Palo Alto, hein, avec Bateson qui a commencé à prouver que finalement la schizophrénie n'était pas une pathologie, et qu'on pouvait sortir de l'identification des gens normaux et anormaux. Et en fait, simplement, c'était un symptôme d'une réaction à un système qui, par contre, avait été ancré dans l'enfance et qui conduisait les gens à avoir des interactions qui n'étaient pas habituelles, on va dire, par rapport à quelqu'un qui n'avait pas eu à évoluer dans un système qui était familial, au niveau familial un peu difficile. Et c'est ça qui a conduit à tout ce qu'il y a eu après au niveau systémique sur les thérapies familiales et sur tout ce qui s'est développé au niveau du consulting et de la psychologie. C'était vraiment une pierre angulaire et une révolution de se dire, tiens, mais finalement, en fait, non, il n'y a pas de normalité ou d'anormalité. Il y a des gens qui réagissent à un système à un moment donné et parfois qui ancrent quelque chose qui fait qu'on en arrive là, quoi. Trémeur, tu voulais intervenir? Oui, ça me fait penser en coaching, en développement intégral. On ne cherche pas à ce que la personne elle règle, à l'aider à régler son problème directement. On cherche à faire en sorte qu'elle soit capable de regarder le monde différemment pour que son problème devienne différent et finalement que les interactions qu'elle voit à l'intérieur de tout ce système-là changent et qu'on aille justement adresser les solutions de fond et pas simplement tiens, je te donne une solution rapide pour régler le truc qui fait que le truc continue à se reproduire. En fait, on continue à reproduire certains schémas et même quand on fait ça, on a quand même des schémas qui se reproduisent à d'autres échelles. Et là, ça demande, tu parlais de thérapie et de choses comme ça demande d'aller travailler sur d'autres dimensions encore. Mais je trouve que c'est intéressant cette dynamique-là. Et par expérience, quand on commence à pointer les problèmes de fond, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui ont envie de les regarder, ces problèmes de fond-là non plus. Parce que des fois, le problème de fond, il revient à la personne qui nous a demandé de venir. Et elle n'a pas forcément envie, elle, de considérer la situation de façon différente. Donc, moi, j'ai eu quelquefois ces problématiques-là. Oui, ben, c'est sûr qu'on le voit en coaching, on parle souvent de reflets systémiques et les problématiques que rencontrent certaines personnes avec l'environnement qu'elles côtoient, c'est effectivement des problématiques, comme on l'a dit tout à l'heure, qui se logent parfois dans leur interaction, donc ce n'est jamais que l'environnement ou que elles, et c'est des choses qu'on retrouve dans leur propre fonctionnement interne, c'est-à-dire que quelqu'un qui a parfois du mal à être empathique avec un groupe
se retrouve aussi à avoir un discours de non-empathie avec lui-même, en fait. Parce que dans cette découverte un peu dont je parlais tout à l'heure de la systémique rapportée à la communication, aux interactions aux gens, il y a vraiment ce postulat qu'à un moment donné, la communication, ce n'est pas simplement comme on l'a eu pensé pendant des années, je prends quelqu'un qui parle d'un point A à un point B, mais il y a forcément un retour, un feedback. Donc, il y a cette interaction de A à B, mais de B à A, comme on le voit tout à l'heure. Et dans le cas des humains, il y a aussi l'effet, à un moment donné, de rétroaction où intellectuellement, il se passe quelque chose. Voilà. Quand on m'envoie un signal, il se passe quelque chose dans ma tête et après, je renvoie un signal. Et ouais, c'est pour ça qu'il y a toujours un intérêt en coaching et en thérapie à s'intéresser aux croyances et au comportement des personnes parce que ça se reflète finalement parfois dans leur interaction avec les systèmes familiaux ou les organisations professionnelles qu'ils côtoient. L'étape d'après, c'était la sécheresse. En fait, la sécheresse nuit fortement aux récoltes de Rembrandt et pousse Héline à se fournir en farine à Gouda, la ville voisine. Okay, donc là, c'est une situation dans laquelle le village ne peut plus produire de pain. Donc, si on regarde la représentation de ce chapitre, hein, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il n'y a plus de météo, donc il n'y a plus de blé. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup moins de la météo est moins bonne, donc il y a beaucoup moins de blé, il y a beaucoup moins de pain. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher à l'extérieur. Alors là, vous voyez, on n'a pas représenté de boucle ici pour l'exercice, mais on pourrait en représenter. Hein. C'est qu'il y aurait pu y avoir une boucle entre la farine et le pain. Moins il y a de pain, plus on va chercher de la farine à l'extérieur, par exemple. Donc, on va chercher de la farine, du blé et… pardon, j'essaie de me remettre le schéma. Donc, il y a besoin de blé, c'est ça, il y a besoin de blé. Plus il y a besoin de blé, plus on va ajouter du blé, et donc on va aller chercher de la farine. On aurait pu représenter, je disais, donc une boucle entre le pain et la farine, ou entre, ici, la quantité de farine et la quantité de blé. C'est un archétype systémique, là encore, celui de la dépendance à une tierce personne. C'est-à-dire que quand on voit que, et là on parlait tout à l'heure des consultants, hein, des consultants, c'est vrai qu'on peut y revenir à ça, c'est des systèmes qui sont sous perfusion d'une tierce personne ou d'une tierce entité dans le système, qui ne nous aide pas plus à solutionner le fond que tout à l'heure. Deuxième élément qui est amené ici, c'est encore une fois un changement de type 1. En fait, le fait de faire appel, ce qui nous intéresse ici dans ce village, c'est le système alimentaire du village de Moordrecht, au final. Qu'est-ce que ça génère? Comment fonctionne le système d'alimentation du village de Moordrecht? Il fonctionne autour de ce pain. Ici, grâce à la dépendance au tiers, pour sauver le système alimentaire du village de Moordrecht, qui est dépendant de la farine et du blé, on va aller faire un appel à un tiers et on va rester dans un changement de type 1. Un changement de type 1, c'est ce qu'on avait représenté ici, en quelque sorte, l'homéostasie du système. C'est-à-dire qu'on vient amener un changement, on vient amener un changement, mais ce changement, finalement, nous fait rester à l'intérieur de notre propre système. Même si on pensait avoir modifié quelque chose de très structurant, il nous fait rester dans notre mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'ici, le fait de faire appel à une tierce personne, on reste dans notre système alimentaire qui est basé sur du pain. Donc là, on n'a pas de grosse évolution en termes de flèches. Ça y est, on a vu la totalité des possibilités qu'on avait dans la représentation des systèmes. Des questions là-dessus? C'est comme demander à recevoir du poisson ou demander à ce qu'on nous enseigne à pêcher. Enfin, c'est ça. Phrase. Exactement. Ça génère la dépendance au tiers. Ensuite, on avait un petit chapitre transitoire qui est que le village se fait attaquer par des loups. Et donc, le village s'arme contre les loups. Donc là, je vais passer très rapidement sur ce chapitre qui était un petit chapitre de transition qui nous fait faire évoluer le système. Donc là, on a des loups qui attaquent le village. Plus il y a de loups, plus il y a d'armes, moins il y a de loups, et ainsi de suite. On a cette boucle-là. Encore une fois, on peut représenter les systèmes différemment.
au travers de ce chapitre, malgré tout, il y a un concept qui est très important et qu'on traite depuis le début de cet atelier. La carte n'est pas le territoire. Qu'est-ce que nous dit cette phrase? En fait, elle nous dit que notre propre représentation n'est que notre propre représentation. Notre représentation n'est pas la réalité. Et donc, l'invitation qu'on vous propose dans le cadre de cet atelier, quand vous faites cet exercice de représentation systémique, c'est toujours de partir du principe que ce que vous êtes en train de représenter n'est que votre représentation. Et donc, un morceau, un bout de carte qui ne tient qu'à lui-même et qui peut représenter des éléments du territoire, mais qui ne représente pas le territoire. Pour augmenter la capacité de votre carte à représenter le territoire, il faut la confronter avec d'autres cartes, d'autres représentations, d'autres vécus. Donc moi, quand je fais cet exercice, par exemple, avec des clients, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans des systèmes, je peux faire cet exercice moi tout seul dans mon coin, je peux faire cet exercice avec quelques personnes pour essayer de représenter ça, je peux le faire avec un grand groupe de personnes qui font chacun ce travail en sous-groupe, mais ensuite on confronte systématiquement nos représentations pour voir finalement si on se retrouve sur certains points, et donc on augmente nos chances que ce qu'on est en train de représenter, si on le voit tous, c'est que c'est bien ce qui se passe. Et on voit là où il y a des disparités, là où il y a des différences, et peut-être que là, il y a besoin de discuter parce qu'on a besoin de partager nos représentations pour, in fine, avoir la meilleure représentation du territoire possible. Donc cet exercice est quelque chose qu'on peut faire en chambre, mais il faudra systématiquement et tout le temps le confronter avec le plus de monde possible, en tout cas les personnes qui vivent dans ce système-là, pour qu'on puisse essayer de bien saisir ce qui se passe dans le système. Des questions? Dernier chapitre. Bouddha. Je vous la fais courte, le résumé. En fait, comme le village de Mourdert s'est professionnalisé dans la chasse aux loups, la ville de Gouda lui propose de gérer ses loups à elle, en échange de Gouda. Donc, elle va fournir du fromage à la ville de Mourdert. Donc, si on représente le système, on a d'un seul coup le fait qu'on ait des armes pour chasser les loups et l'expertise qui augmente sur la chasse aux loups. On va avoir la ville de Gouda qui va nous donner des Gouda, donc on a plus de Gouda. Et en gros, on va avoir cet espace-là qui va apparaître comme un nouveau système alimentaire. Si on prolonge un petit peu notre histoire, cette nouvelle denrée et sa quantité fait que les villageois ont besoin de moins en moins de pain pour se nourrir. Donc en fait, on va avoir un renforcement de ce nouveau système alimentaire à base de fromage au détriment de l'ancien système alimentaire à base de pain. À partir de là, on rentre dans une transformation de type 2, dans un changement de type 2. C'est-à-dire que le changement de type 1, c'est l'homéostasie. Donc, on est toujours dans le même système. Le changement de type 2, c'est le basculement d'une homéostasie vers une autre homéostasie. C'est-à-dire qu'on transite d'un état du système qui se maintient, alors on le voit ici, hein, sur l'espace qui est ici. Non, il ne fait pas des double-clics. On est toujours dans un système 1 et d'un seul coup, on va basculer dans un nouveau système, dans une nouvelle homéostasie. Là, typiquement, ça va amener le village de Mourdert à totalement arrêter sa production de pain pour basculer vers la consommation de Gouda. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Olivier, tu as envie de dire des choses là-dessus encore? Non, pas spécialement. Pas spécialement. C'est vrai que ça donne plein d'idées, j'imagine, par rapport à un accompagnement de coaching agile. Il y a quelque chose qui est fondamental de comprendre dans ces transformations de type 2. Vous voyez ici, on a un système équilibré et on a un système stable. On a deux systèmes stables, mais ils ne sont pas collés l'un à l'autre. Le schéma, il ne montre pas que d'un seul coup, on bascule de cette partie-là à cette partie-là. Non, on va monter tout là-haut. Et ici, il se passe quoi ici? Ici, c'est une zone de chaos. C'est une zone de chaos parce que le système doit amener une transformation extrêmement forte et que pendant une certaine période, il ne va plus très bien savoir
comment gérer ces boucles de rétroaction. Enfin, tout va se perdre, tout va se mettre en branle. Et donc, il va y avoir une zone de chaos. Et l'homéostasie, elle est là pour lutter contre cette zone de chaos, cette zone où on ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, dans les systèmes organisationnels comme les entreprises, on a toutes ces boucles de rétroaction qui vont toujours éviter de rentrer dans cette zone-là, parce que c'est extrêmement inconfortable. La résistance au changement, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est pour ça qu'on dit souvent aussi que quand il y a deux systèmes qui se confrontent, on peut imaginer deux systèmes de valeurs, mais ça peut être autre chose, hein, l'agilité versus waterfall ou des choses comme ça. Il faut qu'il y ait plus d'éléments stables dans un système que dans un autre pour qu'à un moment donné, ça bascule. Donc, c'est sûr que quand on arrive dans une entreprise et que culturellement, il y a un système qui est très ancré dans une approche de gestion de projet traditionnelle et qu'on a que quelques petits éléments, des petites bulles de certaines équipes ou quelques démarches par-ci par-là d'agilistes, ce n'est pas suffisant pour faire basculer la culture. Il faut qu'à un moment donné, on parle de faire grandir cette culture et pour qu'à un moment donné, on puisse vraiment basculer. Voilà, donc c'est à peu près normal qu'il n'y ait pas de changement radical, puisqu'on ne peut pas, à moins d'avoir un sponsor qui va provoquer quelque chose de très, très puissant et très fort, et on va effectivement avoir cette période de chaos que décrivait Grégory. C'est quelque chose, là, on a beaucoup travaillé sur l'organisation, mais on peut tout ramener à en fait, ce qu'on appelle un système complexe et ramener quelque part ça à l'individu. Hein. C'est vrai pour nous, hein. Cette résistance, on la retrouve avec notre cerveau reptilien qui nous maintient dans l'homéostasie, qui ne veut pas forcément changer. Et quand on fait des changements de type 2, on est nous-mêmes soumis à pas mal de bouleversements avant de retrouver un nouvel état stable. Et ceci marque la fin de l'atelier. Le dernier était un questionnement, une invitation de réflexion autour de ce sujet de ce changement de système et des choix qu'on fait dans l'impact qu'on a dans nos systèmes, qui est la question de la durabilité. Finalement, pour Mordrecht, là, cette expertise dans la chasse au loup et de vivre de Gouda, ça peut durer combien de temps? Et donc, ça questionne aussi dans nos interventions dans les organisations, l'impact qu'on a, l'impact qu'on souhaite et la durabilité de nos interventions. Juste une question. La boucle qui a créé le changement, c'était une boucle purement verte, donc une boucle style exponentielle. Oui. C'est toujours ce type de boucle-là qui va créer un changement radical ou ça peut être des boucles stables elles-mêmes qui créent des changements? Une bonne question. Ça ne peut être que des boucles qui augmentent très fortement pour pouvoir sortir du système, pour éviter l'autorégulation. À un moment donné, il y a forcément un espace dans lequel il y a une boucle de renforcement qui va amener… En fait, en gros, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une accélération qui va amener l'apparition d'une nouvelle interaction négative, tu vois, d'une nouvelle boucle de rétroaction, d'une nouvelle boucle de stabilisation. Et là, ça voudrait dire qu'on a… Si on a poussé suffisamment fort pour passer à autre chose, cette apparition d'une boucle de stabilisation indique qu'on est repassé sur une nouvelle homéostasie, qu'on a réussi à retrouver une stabilisation du système. Et le deuxième et autre élément aussi, là on est en train de dire qu'il y a un changement de type 2, et ça c'est intéressant aussi, il y a un changement de type 2 sur le système alimentaire, ça ne dit pas qu'il y a un changement de type 2 sur le village en entier. En fait, on voit qu'il n'y a pas une destruction ou une transformation du village vers autre chose. Le village reste le village. Donc cette transformation de type 2 au niveau du système alimentaire n'est qu'une transformation de type 1 sur le village. Donc il faut aussi avoir ça en tête, c'est-à-dire que quand on transforme les organisations, est-ce qu'on est en train de transformer notre espace dans l'organisation ou l'organisation entière, et la transformation de l'organisation entière, dans quoi elle vit, dans quel écosystème elle vit?
Parce que le fait de se nourrir grâce à la chasse pourrait augmenter l'agressivité des villageois, qui augmenterait le niveau de tension, qui en fait, finalement, rendrait le système meilleur pour un instant donné, mais en fait le détruirait à long terme. Et ça, c'est l'histoire que tu souhaiteras raconter, Julien. Bah voilà, merci beaucoup. Bravo, c'était super. Merci beaucoup, hein, c'était génial. Merci pour vos feedbacks Non, ouais. et votre participation, votre implication, c'était très chouette.